Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Télé Créole et bonsoir aussi aux auditeurs de Créole FM, puisque cette émission est diffusée simultanément sur Créole FM. Donc, le mardi 8 septembre, c'était la journée internationale de l'alphabétisation. Selon les chiffres de l'Observatoire des inégalités publiés en septembre 2014, il y a plus de 800 millions d'analphabètes de plus de 15 ans dans le monde. Plus d'individus sur 7 ne sait ni lire ni écrire dans le monde. Du 8 au 13 septembre se déroulent partout en France les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Le combat pour faire reculer l'analphabétisme, c'est la lutte contre l'illettrisme. Pourtant, ces deux termes ne veulent pas dire la même chose. Mais au-delà de la confusion, comment donner ou apporter un minimum de savoir, y compris lire ou écrire, au plus grand nombre ? Si en 2014, la France compte 2,5 millions d'illettrés, c'est 1 à 2% de la population qui est concernée par l'analphabétisme. À La Réunion, il y a entre 120 à 150 000 individus concernés par l'illettrisme et aussi par l'analphabétisme. Où en est-on aujourd'hui dans la lutte contre l'analphabétisme et contre l'illettrisme? Comment inciter les individus concernés par l'illettrisme et l'analphabétisme à rejoindre les structures mises en place pour les accompagner? Des éléments de réponse à ces questions avec nos trois invités d'abord. Expédite Cerno, chargé de mission illettrisme au pôle égalité des chances, santé et sociale à la région. Bonsoir. Bonsoir. Maïfa Andriana Ivo, de la Case à lire de la Mafar. Et l'exploit, c'est que j'ai réussi à dire votre nom sans me tromper. Et Guillaume Lapra, qu'on retrouve animateur de slam, des cases à lire, donc des cases à lire en général, mais plus sur l'ouest. L'ouest et l'est, Sainte-Suzanne aussi. Sainte-Suzanne aussi. Nous recevrons également un quatrième invité, mais il arrivera juste après ses cours, c'est Raoul Lucas, donc, qui est universitaire, et pour également répondre aussi à nos questions. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, on va faire un rappel. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait parlé de la définition, qu'est-ce que c'est l'analphabétisme, qu'est-ce que c'est l'illettrisme, et on va tout de suite voir, d'abord, on va voir la définition de l'illettrisme. Qu'est-ce que c'est l'illettrisme ? C'est une définition de l'Agence contre l'illettrisme. On parle d'illettrisme pour les personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis un minimum de maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s'agit donc pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l'écrit, avec les formations de base dans le cadre de la politique de la lutte contre l'illettrisme. Et qu'est-ce que c'est l'analphabétisme ? L'analphabétisme, on va vous donner aussi la définition, en tout cas c'est la définition qu'on a. Qu'est-ce que c'est l'analphabétisme? Donc l'analphabétisme, toujours la définition de l'Agence de la lutte contre l'illettrisme, on parle d'analphabétisme pour désigner des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Voilà, ces deux définitions-là sont importantes parce que c'est bien de savoir, parce qu'on en parle beaucoup, ce sont des chiffres qui vont revenir surtout pendant ces élections régionales où on va encore parler d'éducation. Alors, l'illettrisme, l'analphabétisme, le 8 septembre, c'est le jour international d'alphabétisation, alors que, en même temps, du 8 au 13, on parle des actions contre l'illettrisme. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de changer les choses? À La Réunion, les chiffres sont aussi aléatoires. Quand on dit 120 000 à 150 000 illettrés ou analphabètes, on ne sait pas trop où mettre le curseur pour savoir où c'en est vraiment et quel est le constat réel. Donc cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation 2015 a pour thème alphabétisation et société durable. L'alphabétisation est un moteur essentiel du développement durable. Savoir lire, savoir écrire. Aujourd'hui, c'était aussi un élément important dans la construction de l'individu et aussi de son identité. Alors, on a posé cette question, l'alphabétisation à La Réunion a-t-elle progressé dans le bon sens ? Dans les années 70 à aujourd'hui, nous avons posé cette question à Roger Ramchetti, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Je vous propose d'écouter sa réponse. Depuis la case qu'aujourd'hui, on peut faire le constat d'une manière générale que l'alphabétisation n'a pas beaucoup progressé, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de ce côté-là. Ça, c'est peut-être un défaut majeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas intéressé au problème. Mais je crois qu'il manque une très grande réflexion de fond sur le
problème de l'illettrisme à La Réunion. Peut-être que ça a été fait, il y a peut-être des données que je ne connais pas. J'ai eu des informations à me dire d'ici la fin de l'année, on verra tout cela. Mais c'était un grand chantier qui était encore, à mon avis, à mettre en œuvre pour La Réunion. Alors, c'est un grand chantier, dit Roger Ramichetti. Alors, je vais vous poser la question, je commence par vous, Expédite Cerno. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui a été l'éducation populaire, la REP, l'ARCA, tout ce qui a évolué jusqu'à aujourd'hui, les cases à lire, est-ce qu'on a manqué quelque chose? Moi, je pense qu'on a manqué de rien. Évidemment, on n'a pas réglé le problème, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en un clin d'œil ou d'un coup de baguette magique. On a commencé vraiment à s'intéresser à la question de l'alphabétisation des adultes à la fin des années 60, avec justement l'ARCA et la REP. Ces choses-là sont très longues à venir. Il y a eu aussi bien avant le fait qu'un retard dans la scolarisation des masses populaires à La Réunion, puisque l'école a été popularisée très tardivement à La Réunion, hein, pas avant les années 60. Et vous avez vu que dans cette semaine d'action contre l'illettrisme, on a fait une exposition qui parle de l'évolution du système éducatif et qui montre bien que ce n'est qu'à partir de 1974, par exemple, qu'on a généralisé les écoles maternelles. Oui. Je veux dire, tout cela fait que La Réunion a accumulé un certain retard. Il faut savoir que selon les règles en vigueur en France, l'école, normalement, est obligatoire que de 6 ans à 16 ans. Enfin, obligatoire. Oui. Et conseillé. Parce que l'école n'est pas obligatoire, je tiens absolument à le dire. L'ancien ministre de l'Éducation nationale l'a redit, Vincent Peillon l'a dit. L'école n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire, ça reste l'instruction. Et il y a une base qui est posée, il faut qu'à 13 ans, qu'un enfant sache au moins parler, écrire, calculer. C'est un socle de savoir qui existe donc. Donc on revient là-dessus. Effectivement, pour l'avoir lu justement, et c'est un hasard, c'est ce que j'avais lu sous le préau, le hall de la région. Effectivement, ce n'est que au début des années 70 que l'école n'est plus... L'entrée à l'école ne se fait plus à 6 ans. Mais on commence à descendre un peu. En fait, ça se faisait déjà avant, mais ce n'était pas généralisé. Parce que moi, j'ai commencé l'école bien avant les années 70, je suis allée à l'école maternelle. Parce que j'habitais Saint-Denis et en plus j'habitais à côté d'une école maternelle. Mais beaucoup de gens de ma génération n'ont pas connu cette école. Donc là, l'exemple de l'école maternelle n'est pas universel et ne résout pas tout le problème. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les structures scolaires, l'obligation scolaire a été très tardive à La Réunion. Il en a résulté des gens qui n'ont pas acquis tous les savoirs. Vous êtes d'une génération plus jeune. Vous êtes rentré à l'école à quel âge ? Alors la maternelle, je pense à 3 ans. À 3 ans à maternelle. Oui. Vous aussi ? À 2 ans et demi. À 2 ans et demi ? Oui. Donc, et ça a joué sur l'apprentissage ? Oui, ça a joué. Le fait d'avoir fréquenté l'école plus tôt nous a permis d'apprendre plus longuement et d'acquérir des bases plus solides, enfin pour ma part. C'est vrai aussi pour vous, Maïfa? Je pense que le fait d'arriver à l'école à l'âge de 2 ans et demi, le fait d'apprendre à écrire, à lire, à calculer, après ça donne envie de continuer parce qu'on est motivé. Pour vous là? Oui, je parle pour moi là. Je donne d'autres exemples. Je peux vous assurer que ça ne donne pas envie de continuer pour certains. Allez-y. Donc ça donne envie de continuer pour toujours acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances et d'aller plus loin, avancer toujours. Excusez-moi, je voudrais quand même dire qu'il y a quand même des enfants qui sont entrés à l'école à 7 ans, 6 ans ou 7 ans, et qui ne sont pas pour autant illettrés adultes. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut impérativement... Je peux vous assurer que moi je suis rentré à l'école à 6 ans. Donc voilà, donc je veux dire, si vous voulez, en conclusion de tout ça, il faut se dire que les raisons de l'illettrisme des adultes sont extrêmement complexes. Ça peut être un défaut de scolarisation, mais ça peut être aussi des difficultés familiales. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour expliquer aujourd'hui l'illettrisme et l'analphabétisme. Voilà. Donc il n'y a pas une seule explication et qui serait valable pour tout le monde. Alors, c'est la question que je vais poser. Je vais d'abord lancer le sujet. On parle de l'analphabétisme, et je dis bien analphabétisme, et voire illettrisme un peu aussi, parce que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que ce n'est pas un handicap? On a posé la question, et c'est une animatrice de la Case à lire
de Saint-Joseph qui nous répond à cette question. Je pense que ne pas savoir lire et écrire est un handicap. Mais est-ce que ça peut empêcher à quelqu'un de vivre son rêve? Non, parce qu'ils arrivent à s'en sortir malgré tout. Ils vont trouver des moyens pour aller faire leurs courses, ils vont trouver des moyens pour aller chez le docteur. Ils vont aller, voilà, nous on gère le quotidien aussi. Et ils arrivent à trouver toujours une solution. Mais bon, ils sont pas autonomes, ils sont obligés de faire appel à d'autres personnes. Et voilà, nous ce qu'on veut c'est de les rendre autonomes et pouvoir faire leur quotidien sans personne. Alors, pour vous, les gens que vous rencontrez dans le cadre de vos actions, de votre travail, on ressent chez les autres comme le fait de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, on ressent un handicap ou on ressent un gêne juste parce que ça les oblige à aller vers d'autres personnes pour les aider? Quelque part, s'ils viennent dans les structures casalières, c'est qu'ils ont quand même le besoin d'apprendre. Voilà, ils ont le besoin d'apprendre. Ils ont cette envie d'être autonomes. Quand ils arrivent, quand ils viennent vers vous, quand ils disent qu'ils ont des problèmes d'écriture, de lecture, comment vous ressentez chez eux ça? C'est un gêne? C'est un besoin. Est-ce qu'on sent un petit peu on dit toujours quand il y a des choses on ne sait pas, on est un peu gêné face à la personne. Est-ce que ça vous le retrouvez? Oui, alors il y a des personnes qui arrivent à le dire ouvertement, d'autres qui commencent. Qu'est-ce qu'il vous dit par exemple? Il dit monsieur, il ne connaît pas lire, il aimerait apprendre à lire. Est-ce que vous pouvez être à main? Ou sinon, ils sont dans une démarche où ils veulent apprendre à lire. C'est un manque. Pour certains, c'est pour de l'administration ou pour écrire une lettre ou pouvoir utiliser des outils informatiques ou comment dire, ils viennent vous voir pour que vous fassiez leurs lettres, pour que vous les aidez à répondre à des lettres? Ils viennent vous voir? Ils arrivent avec des courriers souvent où ils nous demandent si on peut leur donner un coup de main pour des lettres de motivation ou rédiger un CV. Oui. Ça, c'est pareil Maïfa Manaïevo, à Moufia. C'est pareil. Hein. Après, je pense que c'est la façon qu'on reçoit la personne. Là aussi, ça joue beaucoup. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont gênées. L'objectif pour vous, c'est de ne pas leur faire sentir leur... Voilà. D'accord. C'est de leur dire que tout est possible, que l'apprentissage se fait tout au long de la vie. Parce que des fois, c'est des personnes qui sont... qui ont déjà plus de 20 ans, plus de 30 ans. Donc pour eux, c'est gênant d'arriver à cet âge-là et de ne pas pouvoir maîtriser l'écriture, la lecture ou le calcul. Et en même temps, avec le développement de la technologie, il y a aussi le besoin d'apprendre l'informatique, comme Guillaume nous a dit tout à l'heure. Je reviens sur ce que disait Expédite Cerno. La question, c'est aujourd'hui, c'est clair qu'il ne faut pas pointer du doigt l'éducation, l'enseignement, parce que le problème, il est bien plus général. Non, de toute façon, le problème, il est général. Je veux dire qu'il faut être honnête aussi aujourd'hui de dire qu'on envoie à l'école des élèves avec tous leurs problèmes de société, les problèmes de société qu'il y a, les carences qu'il y a dans bien des domaines, et c'est une réalité. Ça, c'est une chose. Mais justement, c'est aussi ça, peut-être, le problème. C'est de savoir aujourd'hui, et là, on va le voir, on est en train de construire des cases à lire pour aussi suppléer ceux qui ne sortent pas d'un système qui, soi-disant, devait être efficace. Oui, je veux dire, si vous voulez, les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs pour résoudre un problème d'illettrisme qui est quand même important dans la société réunionnaise. Mais je trouve que c'est un propos stérile de se dire, ben oui, l'école a produit des illettrés, l'école n'a pas marché, etc. Ce qui est plus efficace, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire. On est devant un constat qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas acquis les savoirs nécessaires pour évoluer dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ça. Parce que de toute façon, il faut quand même aussi se dire que l'école fait quand même énormément d'efforts. Il
il y a beaucoup d'enseignants qui se mettent en cadre, qui font beaucoup d'efforts, qui font de l'innovation, mais on est quand même face à un problème. Il vaut mieux s'unir pour essayer de le résoudre plutôt que de dire c'est de leur faute. Non, c'est vrai, il y a une chose aussi qu'il faut admettre, je veux dire, il faut qu'on a un jour que tout le monde se rende compte que les enseignants, c'est un individu qui souvent est face à 5-6 classes dans la journée, 6-7 heures de cours, un professeur face à, je dirais, une centaine d'enfants. Et c'est vrai que ce n'est pas, si de temps en temps on essaye de se mettre à leur place, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire de l'enseignement parfois à un public qui n'est peut-être pas réceptif, qui vit des souffrances également. Voilà, c'est qu'il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles l'apprentissage ne passe pas. Alors justement, on va revenir à ça, on va revenir sur les structures dans lesquelles vous êtes, les cases à lire. C'est pas pour parler d'alphabétisation ou d'illettrisme, ou de lettrisme plutôt que d'illettrisme, mais pour parler de motivation. Qu'est-ce qui fait que ces personnes, aujourd'hui, arrivées à un certain âge, poussent la porte des cases à lire? Et la motivation, apparemment, c'est un petit peu c'est ce qu'il faut trouver aujourd'hui. Comment amener les gens à avoir envie de venir? Et la question, je l'ai aussi posée à Roger Ramchetti. On va voir sa réponse. On va écouter sa réponse. Au-delà du fait d'apprendre à lire, de combattre l'illettrisme, et on a constaté deux ou trois choses intéressantes. La première, c'est que les gens s'intéressent à la lecture quand ils sont motivés pour apprendre à lire. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle des choses qu'ils connaissent bien, là, ils veulent bien lire. Je connais par expérience, en tant qu'instituteur, j'ai eu l'occasion d'apprendre à lire avec les noms des footballeurs à mes élèves de fin d'études. Donc ça, c'était une bonne chose. Et là, je constate la même chose et ça fonctionne très très bien. Il faut une motivation pour apprendre à lire quelque chose. Ça doit servir dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, c'est un retour aussi de la tradition pour certaines choses. Voir des jeunes chanter, danser en créole sur la musique d'avant, qui ne connaissent pas par cœur, ça, ils ont appris. Ça veut dire aussi qu'on perpétue une certaine tradition à la matière. Et en fait, quand on voit le public qui est présent aujourd'hui, il y a toutes les générations, c'est une manifestation intergénérationnelle, et c'est fondamental dans la société pour passer un peu nos savoirs, le savoir-faire, notre culture. Voilà. Avant d'en discuter avec mes invités, on va écouter deux autres personnes. D'abord, on va écouter Jean-Michel Baudin de la Case à lire de Sainte-Rose, pour qui le dispositif de la Case à lire est le premier niveau de la lutte contre l'illettrisme. Je pense que pour l'instant, la région a fait un effort considérable en mettant en place les cases à lire. Les cases à lire, c'est le premier niveau, on va dire, de la lutte contre l'illettrisme. C'est un détour pédagogique qui permet à des personnes qui ont des difficultés d'écriture et de lecture d'avoir envie, de les amener pour avoir envie à lire et écrire et par la suite, s'ils le décident, de suivre une formation. Parce que ce détour pédagogique, son support, c'est des activités. Ces activités sont librement choisies et à travers ces activités, on va les amener petit à petit à s'intéresser à l'écrit, à l'oral et au calcul. Et cette fois-ci, je vous propose d'écouter Christine Andrea Bidona. Elle est formatrice dans les cases à lire de Proxima. Elle met en avant donc l'élément de la motivation. Et pour elle, cette motivation est nécessaire pour déclencher, pour poursuivre ou reprendre l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. En général, dans les cases à lire, on travaille surtout la motivation. On donne aux gens l'envie d'apprendre, de se réapproprier les savoirs de base à travers des activités de loisirs. Donc, par exemple, la vannerie, pour le tressage, il faut compter. Pour coudre, donc il faut mesurer. Voilà. À partir de tout ça, et puis on écrit les fiches techniques, on fait des fiches techniques à partir des petites réalisations. Et donc les fiches techniques, donc on apprend à écrire les phrases, les mots importants, on découvre le vocabulaire. En général, les gens, quand ils viennent, ils disent qu'ils veulent apprendre à lire. Ils ne viennent pas forcément pour l'activité, c'est surtout pour apprendre à lire. Donc dans un premier temps, c'est vrai que quand on leur présente l'activité, ils disent « Ah ben ma femme fait ça, moi ce qu'il veut c'est apprendre, lire, écrire ». Donc après on leur explique, alors allons faire l'activité, on va voir qu'on va travailler un petit peu l'oral. Bon, on va travailler l'oral, on va travailler l'écrit, les mots, les vocabulaires techniques, nous écrit, tout ça. Donc tout naturellement nous emmène à travailler les savoirs de base. Guillaume Lapra, vous, c'est le slam. Et on vous a vu en exercice la dernière fois au port avec un groupe de jeunes. Qu'est-ce que le slam
a j'allais dire, comme support qui donne vraiment envie aux gens, aux jeunes surtout, d'améliorer, d'apprendre. À la rigueur, ils savent déjà lire et écrire, mais d'envie d'apprendre encore un peu plus. Alors, le slam, c'est mon support de base. On va apprendre à se remettre, comment dire ça, à avoir confiance en soi, à pouvoir parler en groupe, à s'exprimer, à se sentir mieux. Et mis à part le slam, on monte des petits projets. Par exemple, d'ici 3 semaines, on prévoit de partir à la plage de l'Ermitage pour écrire un slam sur l'environnement qui nous entoure. Et donc, les personnes vont préparer. On est en train de préparer cette sortie. Il y a une personne qui s'occupe des tickets de bus. Il y en a une qui va s'occuper du manger. Donc tout ça, on a les personnes qui travaillent en individuel et on va utiliser les calculs. Et l'objectif, c'est de leur montrer comment on fait, comment on organise une sortie. On prend le bus, comment on regarde un ticket, c'est de savoir combien coûte un ticket. Tout ça, c'est les éléments. Une personne, par exemple, va prendre un ticket pour le groupe, donc elle sera amenée à faire une multiplication. Une personne qui va faire un carré, donc selon le nombre de personnes, sera obligée de faire les mesures, les proportions. Donc voilà, à travers le slam et les sorties, c'est vraiment... Bon, le slam, là, c'est un apprentissage sans qu'ils soient conscients qu'ils apprennent. Voilà. C'est pareil pour vous C'est pareil, comme dans toutes les cases à lire, on travaille aussi par rapport à des activités ludiques. Donc, en réalisant d'objets utiles dans la vie de tous les jours, par exemple le set de table, mouchoir, serviette de table, calendrier, livret de recettes, nous travaillons sur les savoirs de base, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et le calcul. Et après, en fonction des objets à réaliser, on travaille aussi sur l'informatique. Par exemple, pour la réalisation du set de table, il y a tout d'abord eu l'échange entre les participants. Comme on accueille un public de cultures et d'origines différentes dans notre case à lire, il y a eu l'échange entre les participants sur les recettes de chaque pays, par exemple. Et après, les participants sont passés, après avoir eu des discussions, des échanges sur les recettes, ils ont passé à la partie écriture. Voilà, pour les ingrédients, la préparation. Et ensuite, nous avons passé à la partie informatique pour réaliser le set de table. Et là aussi, on se familiarise avec l'écriture, le calcul, comme Guillaume m'a dit tout à l'heure, voilà les quantités qu'on aura besoin si on veut pour telle personne ou pour telle personne. Expédite Cerno, comme vient de dire Guillaume Leprat et la question, c'est toujours de trouver la passerelle. Voilà, justement, moi je voudrais faire un commentaire sur ce qu'a dit Roger Ramechetti et ce qu'a dit aussi Christine Andria. C'est que Christine a évoqué les gens qui viennent dans la case à lire parce que dès le départ ils veulent lire et écrire. C'est ça qu'il faut, il faut que peut-être que le public comprenne, c'est qu'il y a des gens différents qui viennent aussi en case à lire. Il y a les personnes d'un certain âge, eux, ils ne sont pas a priori intéressés par l'activité. Comme ils ne sont pas allés à l'école longtemps pour diverses raisons, on les a retirés de l'école pour aller au champ, pour s'occuper des petits frères, petites sœurs. Donc maintenant, ils ont envie d'avoir ce qu'ils n'ont pas eu plus jeunes. Ça, c'est le public un peu plus âgé. Et si on ne faisait pas d'activité, ils viendraient quand même. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après, cet apprentissage est long et ardu. Et donc, ils peuvent se lasser. Mais en ayant l'activité support, qui justement part de cette motivation, parce que Roger a dit une chose très importante, c'est qu'il faut une raison pour que les gens apprennent à lire ou à écrire. Pour dire de manière plus triviale, il faut les accrocher à quelque chose. Voilà. Je veux dire, si vous voulez
de savoir lire et écrire, quand on a vécu toute sa vie sans le savoir, on a 45 ans ou 50 ans, on a vécu, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure dans le film, c'est que les gens se débrouillent. Moi, je suis assez réservée sur la notion de handicap. J'aime pas trop employer ça, parce que les gens se débrouillent de toute façon. Mais il leur manque quelque chose. Sur la notion de handicap, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que finalement, c'est vrai, d'une façon ou d'une autre, tout dépend de la façon qu'on regarde. On regarde une personne qui a, quelles que soient ses compétences. Genre, personne n'est capable de tout faire. Absolument. Donc, à un moment ou à un autre, on est tous soit illettrés, soit handicapés de quelque chose. Ce qui est normal. Voilà. Et les gens qui sont en situation d'illettrisme, ils ont vécu avant qu'on arrive. Hein. Oui. Ils ont vécu, ils ont fait leur vie, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Mais il y a aussi quelque chose qui joue et qu'on oublie de mentionner très souvent, c'est le modèle social. C'est-à-dire que les gens savent que ne pas savoir lire et écrire, c'est pas bien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et puis donc, de toute façon, par la force des choses, ils sont quand même exclus de certaines activités. Donc, ils ont envie d'apprendre. Et c'est de là que peut venir le sentiment de manque. Il y a aussi une chose qu'il faudrait absolument aujourd'hui qu'on essaye vraiment de regarder, c'est de se dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de savoir lire et écrire, c'est savoir lire correctement et écrire correctement. Il y a des gens qui savent lire et qui savent écrire, mais quand on regarde comment ils écrivent, est-ce que là, c'est plus de l'illettrisme, parce qu'il y a un manque de base. Et c'est vrai d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'avènement des tablettes, des ordinateurs, des nouvelles technologies, on n'écrit plus le mot en entier, on abrège. Et plus ça va, je veux dire, on est en train de faire des... Ça n'a pas d'importance parce que le monde évolue. Je veux dire, enfin, ça n'a pas d'importance si je trouve que ça n'a pas... vous recevez la lettre de motivation. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on avance avec notre temps. À une époque, on gravait dans la pierre. Maintenant, on écrit sur des tablettes. Eh bien, c'est notre époque qui veut ça. Et justement, dans les dispositifs qui sont mis en place pour les adultes, on leur apprend à utiliser les nouvelles technologies. Alors justement, puisqu'on parle des nouvelles technologies, on va aller voir justement, à la Casalière des Avirons, les animateurs utilisent l'apprentissage à l'informatique et à la musique comme passerelle pour inciter à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'amour il faut gérer car deux personnes est différent. C'est un texte en créole. Donc le truc, c'est qu'il faudrait que les équipes recopient le texte en créole. Et après, quand nous recopient le texte en créole, nous passons à un groupe et nous fait le texte traduction en français. Alors nous, on travaille surtout, je dirais, avec le chef informatique, comme vous voyez avec le public. Donc travailler sur, là actuellement, ils travaillent sur un texte, hein, donc voilà, un texte plus une chanson. Ils travaillent sur un texte en créole que nous allons retraduire, essayer de leur faire traduire en français, voir comment ils réagissent. Alors, depuis quand on fréquente la Casalière des Avirons? Moi, environ 2 ans. Environ. Et depuis 2 ans, quoi on est venu, quoi on a fait comme activité? Nous apprenons beaucoup de choses. Déjà, comment aller regarder. Par exemple, nous aimons les tricots. Nous regardons tout ce qui est tricot, laine, tout ça. Et après, Samuel est là, il montre à nous beaucoup de choses, il veut dire à taper. En matière de tricot, quoi on l'a appris sur Internet? Nous regardons les points, nous regardons le travail, s'il plaît à nous. Après, chez nous, nous essayons de faire pareil. Et voilà. C'est une passion, je veux dire. Alors, est-ce que chez vous, on a envie d'avoir un ordinateur? Oui, mais moi, là, quoi, j'aimerais en avoir un, ça c'est sûr. La fonction, je dirais, de la Casalière, c'est en fait remettre les pieds à l'étrier, que les apprenants remettent le pied à l'étrier et se relancer. Parce que nous, notre but, c'est de réorienter ces personnes-là. L'amour, il faut gérer car deux personnes est différent. On a mis en place un atelier musique pour justement attirer les jeunes parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très difficile de ramener les jeunes à la Casalière. Donc on a mis en place, ça fait pratiquement 1 an et ça fonctionne assez bien. On a des jeunes des Avirons qui viennent chanter, composer la mélodie, écrire la parole et là justement on en profite de cette occasion pour
regarder déjà ces jeunes écrire et après les orienter, les conseiller. Dans la vie, chacun a son métier. La pas toute même destinée. Et chaque fois qu'un monde est riche, lui arrive, sort comme un ministre. Ça même moi les dockers. Mais moins enfant la misère. Avant pour gagner l'institution, fallait ou laver bon peu l'argent. L'amour il faut gérer car deux personnes est différent. Alors, finalement, j'aurais donné raison à Expédite Sarnou, c'est ce qu'elle vient de dire, et d'autant que le texte était en créole, j'aurais dû aussi le dire. Il recopie un texte en créole sur l'ordinateur en tapant bien sûr avec un doigt, hein, c'est l'apprentissage. Et c'est exactement, c'est un début. Alors, je reviens à cette question. Aujourd'hui, il vaut mieux d'abord savoir écrire, qu'importe ce qu'on écrit, mais c'est d'écrire et de lire. Ben oui, je veux dire, si on est sur la question de langue, je suppose. Là, c'était du créole. Oui, la personne a besoin de savoir dire, savoir lire, écrire, et on n'est pas à cheval sur il faut absolument que ça soit en français. S'il arrive au français, eh bien tant mieux. Mais s'il y a une personne qui a fait 13 ans d'école et qui n'a pas réussi à maîtriser le français, il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas rêver qu'en Casalire, on va le faire en claquant les doigts. Là, on parle d'orthographe, de conjugaison, de vocabulaire. Alors, ça, c'est le scolaire. Dans la case à lire, on n'a pas ce genre de démarche. C'est quelque chose, si vous voulez, ce qui est visé, c'est surtout l'expression de la personne, qu'elle soit orale, parce que c'est important aussi, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite, que ce soit produire de l'écrit ou lire de l'écrit. Et si la personne arrive à utiliser son médium naturel qui est le créole, eh bien c'est déjà merveilleux, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce que c'est en créole que les gens seront plus à l'aise. Il y a quand même aussi, ça peut passer par l'apprentissage, ça peut passer par une certaine aisance qui vient de l'accompagnement qu'il aura obtenu en Casalire, et si c'est en créole que la personne se trouve le plus à l'aise, eh bien ce sera un grand pas de gagner le jour où la personne pourra exprimer ses besoins dans sa langue naturelle. Alors Lucas, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes universitaire, vous revenez donc d'un cours. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est plus important? C'est de savoir écrire ou d'écrire correctement? C'est de s'exprimer. C'est méchant ma question, mais je la pose. C'est de s'exprimer, c'est d'être en capacité de s'exprimer, d'organiser un raisonnement. Que cette personne le fasse en créole ou en français, eh bien, apprendre à s'exprimer, apprendre à défendre son point de vue, à comprendre son environnement et à poser, après, elle avancera dans son processus d'apprentissage et dans son projet. Mais s'exprimer, être en capacité de le faire, pouvoir défendre ses idées avec les mots qui sont les siens, et ensuite les processus se mettront en place. Alors, je vais encore donner raison à mes invités par rapport à ce que je dis. On va parler de musique, et cette fois-ci, on va parler j'allais dire de la Casalire de Saint-Joseph, mais plus de parler de la boutique de solidarité de Saint-Joseph, qui, à partir de là, avec Joël Manglou, donc, a montré que la musique est un vecteur universel et peut même s'avérer une main tendue, voire générer de la chaleur humaine suffisante pour sortir certaines personnes de la précarité. Il s'agit bien là de main tendue, de précarité, et on va vous raconter cette histoire et on vous montrera aussi le résultat. C'est d'abord Patrice Guichard qui va vous présenter le projet qui a été mis en place à partir de la boutique de solidarité de Saint-Joseph. Le projet, c'est tout une aventure, il a commencé il y a 2 ans de ça. Donc à la boutique Solidarité, il avait des gars qui avaient la compétence de jouer de la musique. Et donc ensemble, on a décidé, on a assisté à nous autour à une table. Et on a dit, allons construire un projet ensemble. Donc à partir de là, on a écrit les paroles, on a créé la musique. Et après, on a décidé de cette musique-là, de réaliser un clip vidéo. Moi, en tant qu'animateur socioculturel, donc c'est de réaliser un parcours pour encourager cette pratique en amateur avec l'enregistrement en studio, la découverte des technologies. Et du coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, le clip vidéo est en construction, avec la suite un petit peu de Aide Ali avec Louis Fontaine. Et à côté de ça, on a développé un nouvel axe de travail pour aller sur la métropole, au festival C'est pas du luxe, qui aura lieu ce mois de septembre près d'Avignon. Et on va présenter un spectacle que nous avons fait aujourd'hui qui appelle Le Tour à mon pays, avec de nombreux morceaux, Jules Arlanda et Maxime Laroque, tout ça est tout dedans. Et du coup, et dont le fameux morceau aussi, dedans dehors, qui parle de la précarité sociale. Félicitons-nous, Maxime Lahope, de voir que ces jeunes-là vont reprendre, et on vous verra tout à l'heure le clip, mais juste vous poser la question.
Voir aujourd'hui des gens qui sont en difficulté, en souffrance, en précarité, c'est partir sur le même vecteur, la musique, écrire la chanson, faire les arrangements. Encore, on en revient à cette même passerelle. Là, dans ce cas-là, c'est la musique, mais ça peut être, comme Maëva l'a cité, de faire... quand on venait là, on est ici à la télé, elle me disait qu'il y avait une dame qui avait été très très contente de pouvoir faire elle-même le mouchoir de baptême de son enfant. Et une autre qui avait pu broder le nom de son enfant sur la serviette que l'enfant emmenait à l'école. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que la musique, de toute façon, c'est parlant et c'est spectaculaire, mais ça peut être d'autres motivations. Je me répète, c'est ce que disait Roger Ramchetti tout à l'heure, les gens doivent avoir une raison. Il faut qu'ils comprennent pourquoi il faut faire ça. Mais si ça reste abstrait, et c'est peut-être ça, si vous voulez, l'une des faiblesses de l'école, c'est que très souvent, les gens sont allés à l'école sans avoir compris pourquoi, ni où est-ce que ça nous mène. Alors, certains d'entre nous ont quand même traversé cette période avec succès, et puis d'autres, à un moment, ils se sont arrêtés parce que les difficultés de la vie étaient trop importantes, et puis parce que peut-être ils n'ont pas compris que ça pouvait nous mener quelque part. D'accord. Alors voilà, on a interrogé 2 ou 3 personnes qui participent à ce projet. Ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, en difficulté, en souffrance, en précarité. Il y en a même qui dorment dehors, qui sont donc SDF. Donc il y a aussi Joël Manglou, à la fin, qui va parler de ce projet-là, qui va juste dire 2 mots sur le projet et dire aussi 2 mots sur le voyage. Je vous propose d'écouter donc aussi bien les participants que les animateurs. Pour moi, c'est un grand projet, c'est un grand pas déjà pour faire entendre la voix des sans-voix, comme qui dirait, faire parler un peu les gens qui avaient pu être parlés, et nous réunir autour d'une table, nous discuter, nous monter le projet, qui est vraiment super. C'est plus un investissement pour moi-même et pour les autres aussi. Moi, musicien polyvalent, moi-même auteur-compositeur, moi-même compose de morceaux aussi. Pour moi, c'est un plaisir d'aller plus loin, de voir plus loin qu'on en a plus souvent. C'est de relever les manches, de sortir la tête de l'eau après les problèmes que j'ai eu, de logement, qui ont été réglés assez vite quand même. J'ai eu assez de chance de ce côté-là. Et maintenant, je m'occupe plus de la musique, on va dire. J'ai beaucoup plus de temps pour ça. Et puis ça gère les problèmes d'addiction, on va dire, d'alcool, ce genre de trucs, quoi. Donc le projet, c'est un petit peu de faire de la musique et puis d'oublier un peu les problèmes qu'il y a derrière. Il dit que la musique, c'est la voix de l'âme. Pour ça que l'âme est perdue, il y a d'ailleurs retrouvé. On retrouve cette lumière-là et pour moi, on a vécu ça comme une expérience magnifique. Donc avoir un projet cohérent et on arrive justement donc à la fin de la mise en place du projet et on va donc on l'a évalué un peu aujourd'hui grâce justement à la région et à cette opportunité de l'anniversaire des Casaliers. Et maintenant on va donc partir en métropole pendant 8 jours et présenter cette prestation lors du départ. Avant de vous montrer le clip, je vais juste vous poser la question. Vous voyez, encore une fois, c'est une passerelle. Et encore une fois, je reviens sur la motivation, dont vous parlez tout à l'heure, et dont a parlé Roger Ramchetti. Raoul, Lucas, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que, comme l'a dit tout à l'heure Expédite Cerno, est-ce qu'il faut une motivation pour apprendre à lire, apprendre à écrire, pour essayer de dire on va avancer? Il faut un déclic. Il faut créer les conditions. Est-ce que ce déclic peut arriver à 2 ans et demi quand on met les enfants en maternelle? Avant, on rentrait à 6 ans, on rentrait directement soit en maternelle, soit en CP. Aujourd'hui, on commence à 2 ans et demi. Comment créer un déclic dans un monde aujourd'hui pour des enfants qui ont pratiquement un confort de vie? Alors, je vais utiliser un autre terme que déclic. Du coup, il faut trouver des choses qui parlent aux enfants, qu'il faut trouver des choses qui parlent à ces personnes qui viennent en formation, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge. Il n'y a pas de transmission possible, il n'y a pas d'enseignement possible s'il n'y a pas au départ une connivence et une familiarité avec des situations. Et ces familiarités, cette connivence
créer ou travailler. Après, il y a des acquisitions qui peuvent se greffer. Il y a des étapes qui peuvent se mettre en place. Et les notions les plus difficiles, parce qu'il y a des notions difficiles, il y a des choses qui sont abstraites, mais on peut chercher à partir de ce qui fait sens, de ce qui parle au public auquel on s'adresse, trouver les situations, trouver les mots pour poursuivre ce processus d'apprentissage. Alors, je vais vous montrer le clip, justement, pour voir si, comme vient de dire Raoul Lucas, si ces personnes qui sont parfois un petit peu en marge, qui dans la quête d'une réhabilitation, d'une passerelle pour aller vers quelque chose de mieux, voir si, selon vous, ils ont trouvé cette passerelle. On écoute le clip, on le regarde aussi. La Réunion nous les bombés, dedans on a l'amour, dehors on a l'humour. Dehors ils sont créés, la Réunion nous les bombés, dedans on a l'amour, dehors on a l'humour. La zone est le plus dur. Dedans nous guérit. Relation familiale fin gâtée, dehors la nuit qui fait frais. Dehors la maladie, dedans nous guérit. Relation familiale fin gâtée, dehors la nuit qui fait frais. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Dormir dehors n'est pas évident. Comme il passe, il voit la lumière en dedans. Tiens, ou viens en dedans, ou viens pas. Ben reste dehors, reste dehors, reste dehors, reste dehors, reste dehors.
C'est un paradoxe, mais je parlais d'aventure humaine, de chaleur humaine, et ça se retrouve dans les cases à lire. Ça, c'est quelque chose qu'on le voit pour avoir visité quelques cases à lire, c'est que les gens, quand ils viennent, c'est aussi pour les rencontres, c'est aussi pour les échanges. Ça résume un peu le travail des animateurs des cases à lire. Donc, de les valoriser, c'est-à-dire que ça montre bien que les gens ont des stéréotypes, des clichés sur ce qu'on appelle un handicap, même si on n'aime pas ce mot, hein, sur une personne qui n'a pas d'habitat, ou une personne qui ne sait pas lire, mais enfin, cette personne a un savoir et qu'on peut mettre en valeur et lui faire comprendre qu'il peut faire plus qu'il croit, en fait. En tout cas, c'est ce que Guillaume Lapra a retenu donc de ce clip, de voir des gens qui étaient donc en difficulté se mettre ensemble, échanger, se rencontrer, échanger, construire quelque chose. Et sur les activités que vous avez, vous le voyez aussi, dans votre case à lire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre public est un public de culture et d'origine différents. Dans notre case à lire, on voit bien l'échange, les entraides, puisqu'il y a ceux qui sont plus avancés quand même par rapport aux autres. Mais on ne voit pas du tout cette différence de culture ou bien d'origine. Chaque participant aide l'autre quand il voit qu'il y a un besoin. Et ce que je remarque aussi dans notre case à lire, c'est qu'on pratique ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble réunionnais. Alors juste pour un exemple, c'est un échange, donc c'est deux personnes du case à lire de quartier français à Sainte-Suzanne, quelques secondes où ces deux personnes, une personne surtout, dit à quel point l'échange est important pour elle. Créer des liens avec les gens de leurs différents pays. Elle est de Mada, et moi je suis de La Réunion. On communique, il nous apprend le malgache, et moi je lui apprends le français. Ouais, l'échange, c'est vraiment quelque chose que, comme on vient de le voir, où il y a cette envie d'apprendre, au-delà de l'écriture et de la lecture, bien sûr. Oui, et il y a aussi les échanges de culture, de savoir-faire. Par exemple, une personne marocaine qui sait faire la couture, elle propose d'aider les autres, de montrer, voilà, je vais emmener des outils, on va le faire vendredi prochain. Une Mauricienne qui sait bien faire la cuisine, je vais vous emmener la recette, je vais vous montrer comment faire. Donc une Malgache qui sait aussi faire de la broderie, elle sait, on va faire un autre modèle et je vais vous montrer comment faire. On voit bien l'échange entre les participants. Et cet échange, ça les motive. Là, ce que Maïfa est en train de dire, c'est que les cases à lire ont été aussi un creuset dans lequel s'est développée l'interculturalité. Oui. C'est que la société réunionnaise, elle est quand même très diverse et il peut y avoir des tensions. Mais les gens se rencontrant dans les cases à lire, derrière cette motivation d'apprendre ensemble ou de se connaître, en fin de compte, ça a fait tomber les barrières. Et c'est vrai, moi-même, j'ai constaté dans mes visites, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient peut-être jamais approché un Maoré. Mais dans la case à lire, s'étant trouvés côte à côte, ils ont découvert toute la richesse qu'il y a chez l'autre. Et il y a eu une communication entre les gens d'origine différente, et ça se passe un peu partout. C'est vraiment un des aspects positifs qui n'était pas ce qui était visé par la case à lire, mais c'est un résultat induit au fur et à mesure du déroulement de l'action. Et on ne peut que s'en réjouir. Alors Lucas, la place de la culture dans ces cases à lire aujourd'hui, c'est un plus. C'est un plus ajouté à la motivation, à l'émulation qu'on doit avoir, et aussi, comme l'a dit Maïfa tout à l'heure, c'est ce vivre ensemble, comme vient de le dire également Expédite Cerno, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin, justement, dans la définition même de ce qu'est la case à lire? Je crois que oui, parce qu'il y a sans doute quelque chose qui est en train de prendre corps, de prendre consistance, donc de nécessité de construire et de faire
aller ces animateurs vers une professionnalisation plus importante parce qu'ils prennent en charge à la fois des questions qui relèvent de l'animation et des questions qui relèvent de la transmission en tout cas, si je ne vais pas utiliser le terme formation. Mais la place de la culture, c'est pas un plus, elle est fondamentale. Il n'y a pas de transmission possible si il n'y a pas de savoir qui peut être approprié s'il n'est pas en lien avec la culture. Tout à l'heure, on parlait de déclic, où on peut utiliser un autre terme. Il faut que ça fasse sens, il faut que ça l'enfant, l'adulte ou le jeune, il faut ça fasse écho chez lui. Et moi, ce que je retiens du clip de tout à l'heure, que c'est un clip qui peut être interprété à différents niveaux. C'est c'est très bien filmé et c'est quelque chose de très très puissant. L'opposition entre dedans, dehors. Bon, on peut l'entendre différemment, mais toute la transmission, toute l'école s'est construite justement sur l'opposition au dehors. Dehors, on est écrasé. Dehors, on est assailli de difficultés. Dehors, on est à chercher des solutions. Mais si on veut créer des conditions d'apprentissage, si on veut créer des conditions où des savoirs peuvent être acquis, eh bien, il faut sortir du dehors. L'école s'est construite contre le dehors. Et enseigner, disait quelqu'un, c'est résister à tout ce qui nous assaille, c'est résister à tout ce dehors qui nous perturbe. Donc il faut trouver les conditions, il faut trouver le cadre. Le cadre a été dans la grande histoire de la formation l'école, mais le cadre peut être aussi la case à lire, c'est-à-dire amener des gens et offrir un espace de respiration, d'échange et d'acquisition. Samedi, c'était l'anniversaire des cases à lire, ça faisait 4 ans. Oui, on a... Le premier a été inauguré en 2011. Oui, en 2011, c'était au mois de juin, mais bon, là, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation de l'UNESCO, on a tenu à célébrer le 4e anniversaire de ces cases à lire qui ont démarré effectivement en 2011, et c'était une grande fête qui a un peu réjoui tout le monde. Alors juste pour vous et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture, que disait Spédicano et Raoul Lucas, sur la culture, et c'est vrai que dans la transmission, dans les cases à lire, c'est aussi un endroit où apparemment ça se met en place. Je vous propose de regarder quelques images dans cet anniversaire qui a eu lieu samedi à la Pyramide inversée, où les jeunes de Salazie se sont également exprimés dans leur façon de concevoir non seulement la culture mais aussi l'apprentissage. Alors finalement, ça en tout cas, ça a plu. Ça. On a vu les parents sous le champ. C'est ce que vous avez en tout cas bien apprécié. Oui. Moi, je suis très, très enthousiaste sur cette initiative de Madame Gilberte Rougemont, qui était une chanteuse de Sega des années 70. Et qui maintenant est à Salazie. Voilà, enseigne, apprend à des enfants à connaître leur culture, leurs anciens, la musique locale. Et je trouve que c'est une initiative très, très sympathique et à encourager de voir ces enfants qui dansent et qui chantent, qui expriment finalement ce qui est la culture créole qui nous imprègne tous. Alors finalement, on va essayer de résumer parce qu'il nous reste maintenant que quelques minutes. On est parti de l'apprentissage, apprendre à lire et à écrire ou renforcer ses acquis. Il y a une chose, c'est qu'il y a aussi une construction, il y a une transmission du savoir, de la culture et construction, c'est de l'individu et aussi de son identité. Absolument. On ne peut qu'approuver. Mais tout à fait. Vous avez vu tout à l'heure dans l'interview des personnes là, de Saint-Joseph, ils parlent projet.
Mais projet, c'est quoi? C'est être en capacité de se projeter. Donc, c'est avoir un but, c'est avoir un objectif. Donc, après, il y a des choses qu'il faut acquérir. Une organisation, une structuration, donc, qui agit à la fois sur l'individu, sur la façon dont il doit organiser un certain nombre de tâches intermédiaires. Mais là, on rentre dans des processus d'apprentissage. Cet apprentissage n'est pas exclusivement scolaire. Il y a un apprentissage social, il y a un apprentissage musical. Alors, justement, est-ce que dans les cases à lire aujourd'hui, parce que quand les gens viennent vous voir, ils ont ce gène ou cet handicap ou ce qui leur manque pour pouvoir faire ces actions de la vie quotidienne, comment leur apprendre à d'abord se rassurer, à être indépendante, à être autonome, indépendante, et surtout à réapprendre à avoir confiance en soi? Est-ce que vous trouvez que c'est trop demandé aux cases à lire? Non, c'est pas trop demandé aux cases à lire, c'est justement l'objectif. La case à lire ne répond pas aux idées reçues que les gens s'imaginent, c'est-à-dire qu'on va faire asseoir quelqu'un là et on va lui apprendre à faire béaba. On va lui apprendre plutôt à être mieux dans sa vie quotidienne, à réaliser ses projets, à poursuivre ses buts, et on utilise pour ça différents supports. Ici, le slam, les sorties, les visites de musées ou de structures qui existent à La Réunion. Hein. Le groupe avec Maïfa, ils sont allés au musée du sel. C'était magnifique. Et comme ça, ils s'approprient aussi leur environnement. Leur patrimoine. Et au travers de ça, ils découvrent que dans cette visite, il y a de la lecture, il y a de l'écriture, il y a du savoir qu'on va ensuite transposer sur l'ordinateur. Même si au départ on était illettré, eh bien on peut acquérir des savoirs et savoir utiliser les nouvelles technologies pour mettre en forme ce qu'on a appris au travers d'une visite culturelle. Il nous reste 4 minutes, 1 minute chacun. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de voir comment aller plus loin dans les cases à lire, Guillaume Latran? Comment aller plus loin? En 1 minute. Il faudrait que les gens n'aient pas peur de venir chez nous. De pousser la porte des cases à lire. Que nos adhérents adhèrent d'autres personnes. Parce que on voit bien que le cliché, le stéréotype sur ce mot que j'aime pas, que ça soit illettré ou analphabète, je trouve que beaucoup de gens ont peur justement de venir chez nous parce que le regard des gens, et justement le clip qu'on a vu, ça nous a permis de voir que malgré le regard des gens, on peut montrer qu'on peut faire des grandes choses. Donc aujourd'hui, mon message, ça serait de dire aux gens de pousser la porte, de venir chez nous, parce qu'on a de grandes choses à faire ensemble, et ensuite ils pourront le faire. Ils peuvent déjà le faire tout seuls, mais nous on est là juste pour leur redonner le déclic pour le faire. Maïfa, continuer à montrer aux gens qu'ils sont capables, quand ils se rendent compte, capables de faire une recette de cuisine, de faire de la broderie, de la couture, c'est ça qu'il faut continuer à faire. Voilà, donc il y a aussi le côté où on travaille par rapport aux intérêts de la personne qui arrive. Il y a des demandes personnelles et nous sommes là, comme je rejoins Guillaume qui a dit que nous sommes là pour avancer ensemble, pour être avec eux. On se donne la main et on se dit que quand on veut, on peut. Donc là, on part vraiment, ce qui a été dit tout à l'heure, de la motivation de la personne. Et nous, on est là pour essayer de les aider, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. D'accord. La question va à vous deux, puisque je vais conclure là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que dans la prochaine mandature, on ajoute aux cases à lire? Non, c'est pas politique. C'est vraiment non, pas de moyens. Mais je crois que c'est comme si on écoute là, c'est pas une question de moyens, c'est une question de les amener à rentrer, à pousser la porte, à avoir confiance en soi, à participer. Je pense que si on veut avancer. Si les gens veulent avancer, il faut mettre les gens en projet. Et ensuite, c'est-à-dire donc pouvoir établir et mettre aussi des liens, mais ça va avec. Il faut se débarrasser des clichés, mais les clichés nous collent à la peau. Donc il y a sur ces structures comme la case à lire, donc toute une série effectivement de stéréotypes. Mais les animateurs de case à lire, par le travail qu'ils font, faut sans doute peut-être passer à une étape supérieure, c'est-à-dire
établir des relations avec d'autres acteurs qui, eux aussi, accueillent ces publics et sortir du cloisonnement institutionnel, travailler avec des acteurs sociaux, avec d'autres acteurs culturels, travailler avec des enseignants. Donc il y a une mise en lien et les projets vont avec les mises en lien. S'intégrer un peu plus dans son environnement, en tout cas. Oui, c'est l'un des objectifs de la Casalière et je vais aller très vite en vous disant que, par exemple, cette semaine, il y a eu une convention signée entre la Casalière du Chaudron et le Pôle emploi de Sainte-Clotilde pour une collaboration qu'ils ont déjà expérimentée pour travailler ensemble sur ce même public. Les animateurs de la Casalière sont venus dans le Pôle emploi et créer une animation pour inciter les gens et pour les aider à mieux accomplir leur démarche. En tout cas, merci à vous. On conclut là-dessus. En tout cas, ce qui est important, il y a l'analphabétisme, il y a l'illettrisme, mais il y a aussi la construction, il y a aussi la transmission, l'identité, un ensemble aujourd'hui que la Casalière met aussi en avant. Mais je crois que dans les semaines et dans les mois à venir, il faudra montrer un petit peu plus aussi que dans les Casalières, il y a cette aventure humaine qui a commencé en 2011 et qui se poursuit. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir ce soir de cette émission. En tout cas, je remercie mes 4 invités. Je rappelle donc Expédite Cerno, chargé de mission illettrisme au pôle égalité des chances, santé et sociale de la région. Raoul Lucas, merci, universitaire. Guillaume Lapra, le slam, c'est son dada, et dans les Casalières également. Et Mafa Ndradaïvo, donc merci aussi pour ce que vous avez apporté à cette émission. Merci à vous de nous suivre et de nous être fidèles. Merci donc aux téléspectateurs de Télé Créole et aux auditeurs de Créole FM pour leur fidélité. Merci aussi à la réalisation. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.